On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com, cette première production originale de 2016. Alors, bonne année à tous. Première entrevue, on dresse les priorités de l'administration du maire Michel Fecteau à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est au début de l'année 2016 et c'est le moment également de dresser, oui, le bilan, mais surtout les enjeux de la prochaine année, les enjeux au niveau municipal avec le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau, à qui on souhaite la bienvenue et à qui on souhaite une bonne année. Bonjour à vous. Bonsoir, Éric, ça va bien? Tout à fait. Et vous-même? Excellent. Bon, comment se porte la santé? Parce qu'on le sait que vous avez été absent de la scène pendant quelques semaines. Peut-être pas autant de semaines que vos médecins ou votre épouse l'auraient souhaité. Je dois t'avouer que si mon épouse serait ici, elle te confirmerait ce que tu viens de dire. Non, sa santé va très, très bien. Une opération qui s'est bien déroulée. Bon, un peu indiscipliné. Je suis retourné peut-être un petit peu plus vite que prévu, mais ça allait bien, sans exagérer, là. On a fait des journées, on a participé à un exécutif durant cette période de convalescence, un peu de visite, mais toujours présent à la maison, par courriel, etc. Et comme c'est de notoriété publique, évidemment, dans votre cas à vous, c'est un changement de hanche. Oui. Et est-ce que vous le recommanderiez aux gens qui nous regardent en ce moment? Je le recommanderais là, sans aucune hésitation parce que j'aurais dû faire ça là, bien avant le temps. Mais évidemment, c'est un peu de l'inconnu. Comme on dit en anglais, timing is everything. Donc là, il était temps que je passe à cette étape-là, mais je ne regrette pas du tout. Bon. Donc, vous avez été absent quelques semaines durant l'automne. Parmi les sujets chauds, évidemment, on était au moment du processus budgétaire, l'adoption du budget, quoique au moment de l'adoption du budget, vous étiez sur place, quoique vous avez quitté pas longtemps après. Mais je pense que c'est important pour vous quand même de montrer signe de présence, si ce n'est que pour introduire l'adoption du budget. Oui, bien évidemment, la journée du budget, j'ai été à l'Hôtel de Ville toute la journée. Je suis arrivé le matin aux mêmes heures que d'habitude, vers 7h30, 8h. Donc, on avait des dossiers, on a eu des rencontres un peu budgétaires, on a eu ce qu'on fait toujours, le point de presse avec des journalistes un peu question de dire avec un embargo, là, si je peux m'exprimer ici. Mais je tenais à ce que je puisse présenter à la population le budget. C'est un exercice important et rigoureux, puis le travail par la Commission des finances, la Direction générale des directeurs de département, c'est un travail de moine qui a été excessivement bien fait et c'était mon devoir à moi, peu importe l'état de le livrer. Bon. Évidemment, quand on parle de budget, on parle d'augmentation de taxes et encore une fois, et d'ailleurs votre collègue, le conseiller Berthelot, l'a bien expliqué, aller jusqu'à, je pense, au moins 2025, on n'a comme pas le choix encore de montrer les chiffres par secteur. Saint-Jean, Iberville, Saint-Luc, Saint-Athanas-l'Acadie, il y a des modulations, dans certains cas des augmentations, dans certains cas, le cas d'Iberville, une baisse de taxes. Et là, c'est ajouté aussi quelque chose d'un peu plus complexe, c'est la fameuse taxe sur les boisés qui faisait suite à la consultation publique. Et ce que j'ai compris de votre administration, on voulait vraiment montrer les deux. Dire, voici l'augmentation de taxes, mais voici l'augmentation de taxes avec la taxe spéciale sur les boisés, qui est une taxe, ceci dit, pour les 40 prochaines années? 40 prochaines années. Bien, c'est une précision qui est importante au niveau des citoyens parce que je parle de transparence depuis le début à mon arrivée à l'Hôtel de Ville. Et effectivement, on se souviendra que le moratoire sur les boisés, la plus grande consultation que la Ville de Saint-Jean n'a pas tenue, on a dit exactement aux citoyens combien ça coûterait, puis on voulait que ça se reflète sur le compte de taxes, parce que le budget d'opération était une chose. Le budget d'opération qui est en bas de l'IPC, c'est un engagement politique de ma part. Okay? Et évidemment, la portion que représente les boisés, on ne voulait pas le mettre comme ça pour narguer ou quoi que ce soit, mais on voulait exactement que les gens... En même temps, c'était à la population de dire il y a un merci là-dedans. La population s'est sensibilisée. 71 ont été d'accord. Alors, moi, je pense qu'il fallait le faire de cette façon-là. C'est une question que je vous ai déjà posée, je la repose aujourd'hui. Êtes-vous, encore aujourd'hui, surpris des résultats de ce sondage où plus de 70 des gens étaient prêts à payer plus, primo? Et secondo, depuis l'adoption du budget, il n'y a personne là, dans le dernier mois qui est venu me voir dans un lieu public pour me dire « c'est donc bien épouvantable, mon compte de taxes va augmenter de beaucoup à cause de la taxe sur les boisés ». Est-ce que vous-même, dans votre quotidien, avez-vous croisé des gens qui étaient fâchés de voir que l'augmentation de taxes allait être quand même assez importante par rapport aux boisés? Bien, en fait, non. La réponse à ta première question, non, il n'y a pas personne. Puis effectivement, tu as raison de dire que le dossier des boisés, là, puis tu viens de le mentionner, moi, je pense que ça, c'est un dossier qui est clos. On est arrêté à 90 parce qu'on a fait l'exercice du 100 puis là, on avait une plage qui était dangereuse d'avoir une fin de non-recevoir. Maintenant, non, je ne l'ai pas entendu parler, mais ce que je suis fier à l'heure actuelle et ce qui est payant, c'est de donner le juste aux citoyens. On a pris le processus, on leur a dit
comment ça coûterait. Puis aujourd'hui, on arrive avec des chiffres, qui ne le surprennent pas. Puis si tu me permets un exemple, j'écoutais durant ma convalescence, la ville de Lorraine viennent de faire un exercice similaire, pas pour les arbres, pour protéger un terrain. Les autres parlaient de 68 $ sur 25 ans, mais c'était pas déboisé. Puis ils n'ont pas non plus du reboisement. Là. Donc, moi, je pense que l'exercice a été sain. On l'a fait de la façon que ça devait se faire, puis les résultats, on les a aujourd'hui. Bon. Donc, 90 des boisés protégés. Ouais. Il reste un espace de 10 qui, lui, sera développé, notamment dans le secteur des artisans, où d'ailleurs, je pense que les travaux ont repris. Bien, en fait, le secteur des artisans est important de préciser pour la population, Éric, c'est que le 10 là, oui, il va y avoir du développement, mais pas n'importe comment, un. Deuxième des choses, dans les boisés, comme les artisans, il y a un exercice qui a été fait. On a regardé ce qui était là, on a regardé la valeur, puis il y a une partie, des gens, on se souviendra, juste un petit historique rapide, c'était 90 ou 92 propriétaires uniques de terrain qu'il y avait là. C'était pas du bois de qualité. D'ailleurs, j'ai pris connaissance d'un article dans le Canada français où il y a un monsieur qui est venu, le déboisement, qui disait que, à part de faire des copeaux, il n'y avait rien d'autre à faire avec ça. Donc, oui, ça suit son cours, mais de façon rigide avec le plan qui a été établi, puis c'est très suivi par notre département d'urbanisme. Bon. Juste pour compléter sur l'histoire des boisés, qu'en est-il maintenant du projet de parc nature pas très loin de là, dans le secteur Saint-Luc, pas très loin de l'usine d'épuration des eaux et du stade de soccer et du gym, là, ce qu'on appelle, je pense, le boisé Fortier. Est-ce que le projet d'un parc nature est toujours dans les cartons? Moi, je pense que le projet des parcs nature, il est toujours dans les cartons. Je veux juste te rappeler un fait, c'est que la firme de sondage qui a fait l'exercice nous ont mentionné que même si les citoyens nous avaient dit dans le cas de Fortier, ils ont dit reconsulter les citoyens quand viendra le temps du parc nature pour, encore une fois, lui établir exactement qu'est-ce qu'on veut faire, à quoi ça va servir puis combien ça va coûter. Donc, dans le moment, les citoyens ont dit pour le parc nature, ils sont ouverts au parc nature, mais le sondage nous aura fortement recommandé que lorsqu'on entreprendra des démarches à savoir qu'est-ce qu'on va faire là, puis le coût de ça, parce qu'il y a un coût lié à ça, c'est une très grande superficie. Ça. Mais est-ce que le projet de parc nature figure actuellement au programme triennal d'immobilisation? Bien, en fait, je vais te donner effectivement le juste comme d'habitude. L'achat du boisier Fortier figure au triennal. L'achat du boisier, parce qu'il n'est pas acheté encore. Puis, non. Puis, effectivement, le parc nature, c'est quelque chose qui va venir. Mais la volonté du conseil municipal, c'est de faire en sorte que la ville se dote d'un parc nature, mais on va faire les choses dans les étapes. Bon, puisqu'on parle d'immobilisation, et d'ailleurs, dans mes récentes entrevues avec les conseillers, il y a un projet qui est revenu, évidemment. Je sais qu'il ne figure pas nécessairement au plan triennal d'immobilisation, mais évidemment, ça faisait partie de certains engagements électoraux, la fameuse passerelle pour relier les deux Saint-Luc, le vieux Saint-Luc et le nouveau Saint-Luc, le secteur, dans le fond, des Colibris et le secteur du boulevard de la Mairie. Pourquoi ce n'est pas au plan triennal d'immobilisation? Bon, la fameuse passerelle qui était un enjeu, qui a été... on a découvert au fil du temps toutes sortes de processus qui avaient été enclenchés. Moi, j'ai dit, puis je demeure la même personne, mais je vais te le répéter ce soir, j'ai dit au niveau de la passerelle, il y a des coûts qui ont évolué. On parlait d'un coût peut-être de 4-5 millions. Là. J'ai dit, si on est capable d'obtenir une subvention, puis on a travaillé dans ce sens-là, la passerelle, inévitablement, la passerelle, un jour, elle va venir au monde. OK? C'est un must. C'est clair. Maintenant, en termes de coûts, en termes de priorité, puis je ne dis pas que ça n'en est pas une. Par contre, on sait que dans ce secteur-là, l'urbanisme travaille pour des développements futurs, et moi, je pense que les promoteurs qui auront des idées de développement dans ces coins-là vont devoir aussi regarder que, moi, je pense qu'on va travailler à ce qu'il y ait une absorption de coûts dans un projet futur dans ce coin-là. Puis au niveau des ministères, bien, tu vois, cette année, là, on a des programmes d'infrastructure. On pourra peut-être en parler, puis tu as l'idée d'en parler un peu plus tard. Mais on travaille fort pour avoir des subventions pour le réaliser. On en a fait des démarches pour ça. Mais cette passerelle-là, un jour, là, dans un jour peut-être pas très lointain, c'est sûr qu'on sépare la ville en deux. Puis moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Bon, puisqu'on parle d'immobilisation ou d'infrastructure, pour la prochaine année, pour 2016, quels sont les principaux investissements en termes d'immobilisation sur le territoire de la ville? Bien évidemment, on continue l'entraîneur. Ça, c'est pas sûr, mais bien sûr, c'est bien, bien important. Un joyau, un dossier qui travaille depuis longtemps. On parle de culture, donc on s'en va, on rouvre les appels d'offres cette semaine de Trinity Church. Ouais. C'est un dossier qui a traîné depuis longtemps. Le pont, OK? J'ai été surpris de lire dans le Canada français avant les fêtes qu'on semblait avoir un échéancier, mais moi, je suis en contact. J'ai parlé, le directeur de Montérégie m'a appelé chez moi. On avait un petit détail et j'ai une demande de rencontre de fait avec M. Poitiers le 24 janvier. Puis nous, là, le pont, en principe, au mois d'août, là, ça part. Donc, ce que vous nous dites,
c'est qu'il n'y aurait pas de retard. Il est pas, moi, dans les conversations que j'ai avec le ministère des Transports du Québec, il y avait un document qu'on... Parce que le projet a déjà été retardé dans le passé. Oui, bien là, la nouvelle échéance nous, qu'on on a avait, eu des c'était rencontres. On a eu une rencontre à l'automne avec M. Poitier à son bureau à Montréal, président de Stéphane Baudin, puis Sylvain était là aussi. Puis dernièrement, M. Dubé, qui est un directeur à Montérégie, les directions régionales, m'a appelé parce qu'on questionnait, nous, la descente du pont. OK? C'est une infrastructure qui était là. Puis nous, on disait à la Ville, bien là, vous allez construire une infrastructure. Qui va être responsable de ça? Et dernièrement, j'ai reçu du ministère des Transports une lettre d'entente que l'infrastructure, là, où on va descendre avec les quadriporteurs, etc., pour les 15 prochaines années, si jamais il y a un défaut, l'MDQ s'engage à le réparer. Alors, c'est ça qui a chopé un peu. Bon. Ce que vous nous dites, c'est qu'au mois d'août 2016, donc dans 8-9 mois, les travaux de construction du nouveau pont-Gouin... Moi, les conversations personnelles que le maire de Saint-Jean a eues, là, puis surtout la dernière avec M. Dubé, moi, il me dit, « Monsieur le maire, je vous envoie ce document-là. Signez-moi l'entente. » On a retourné l'entente. Puis il dit, à un moment donné, ça s'en va au Conseil des ministres. On dit que c'était budgété. À travers ça, ça suit son cours. Puis normalement, ce qu'il me dit, on a parlé des Montgolfières. Évidemment, on a dit, est-ce que c'est possible de ne pas l'adhérer en même temps? Là, tant que c'est possible, ça peut. Mais je vais revalider, parce que je suis mes dossiers. Ça a toujours été mon gagne-pain. La réunion qu'on veut confirmer avec M. Poitier, le 24, parce qu'on veut y parler d'autres infrastructures, c'est certain que je vais revalider. Mais est-ce que je sache avec les dernières conversations, on n'est pas censé d'avoir aucun retard en ce qui concerne le pont. Bon. Et je vais m'assurer qu'il n'y en ait pas non plus. La portion que la Ville de Saint-Jean va payer dans ce projet-là, c'est de combien? Les derniers chiffres, on parle de 18 à 19 millions. C'est ce qu'on avait budgété? Oui, c'est ce qu'on a budgété. On est allé rechercher... bon, évidemment, il y avait la question des 2 trottoirs, on se souviendra. Ouais. Après certaines négociations avec le ministre, j'ai fait valoir au ministre qu'on avait dû détruire des bâtiments, hein, les démolir, etc. Mais on a réussi à s'entendre sur un montant de 3 millions qui est venu assouplir un peu la facture à ce niveau-là. Donc, 18 à 20 millions de dollars, ça, c'est la portion de la Ville. C'est dans le triennal et c'est dans le cadre financier. Bon, parce qu'on sait que c'est un projet de quoi? 60-70 millions, si c'est pas plus. Là, je ne me rappelle pas des chiffres par cœur. Le pont-Gouin? 125 millions. C'est 125 millions. Bon, j'étais encore loin, là. 125 millions. Mais ça va être extrêmement positif pour les dont gens. 20 millions pour la portion de la Ville. Bon, on a dit l'entrée nord. On en a fait beaucoup de choses, on n'avait pas eu de 20 millions. Hein. Oui, c'est sûr. Peut-être un curling, peut-être un centre d'intergénération, peut-être des infrastructures ailleurs. Mais c'est un choix de société, au même titre que la taxe sur les boisés. Le pont, mon cher Éric, le pont, là, il était dû pour être changé. Fait que, ça s'entend il y a quelques années et plus. Là. Donc, l'entrée nord, ça se poursuit. Oui, l'entrée nord. Travaux du Pont-Gouin, Trinity Church à Iberville. Trinity Church, appels d'offres sont ouvertes. Avant de quitter, j'ai vérifié, là, ça roule cette semaine ou la semaine prochaine. Je présume qu'on ne fera pas les travaux d'infra sur la rue Richelieu tant que le pont ne sera pas terminé? Tout à fait. Même chose pour la rue du Quai, là, qui est la même chose de la rue du Quai. Évidemment, là, on a retardé un peu la démolition d'Imagine, mais ça va se faire au mois de mars à cause du mur mitoyen avec la Banque Royale parce que c'est pas isolé. Donc, c'est sûr que ce qu'on va faire quand on va démolir Imagine, on va gazonner tout ça comme on a fait avec la partie à la sortie du pont. Ça va être beau. Mais en même temps, on travaille beaucoup avec des promoteurs, beaucoup de promoteurs sur le terrain pour redévelopper ce coin-là. Et ça risque d'être fort intéressant. Qu'est-ce que veut le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu sur le site de Imagine, là, qui est l'ancien Croteau ou l'ancien Steinberg pour les plus vieux? Là? Une fois démoli, puis une fois qu'on a mis du gazon, là, le terrain appartient à la Ville. Donc, la Ville a le contrôle sur la vente. Et c'est la Ville, elle veut quoi? Elle veut quoi? La Ville, là, on a fait pareil des maquettes que notre organisation a travaillées. C'est ça qu'on veut. On veut avoir des commerces afférents qui va servir d'animation aussi dans le Vieux-Saint-Jean. On regarde beaucoup un projet au niveau de la culture, fort important à mes yeux. Okay? Ensuite de ça, restauration peut-être au 2e étage, et ça pourrait être du locatif plus haut. On pense que cet édifice-là, dans les maquettes qu'on a présentées, Éric, de mémoire, il y avait 4 ou 5 étages potentiels. Là. Et surtout que c'est une fenêtre de Richelieu à la place du Quai. Donc, les commerces qui seraient en bas. Puis je regarde aussi maison, art et la culture. Il faut qu'on soit placé dans la circulation avec tout ce qu'on s'en vient faire. Moi, c'est un point d'ancrage très important parce que c'est une fenêtre aussi sa rivière. Bon. Parlons maintenant de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la situation financière également de l'événement. Oui. On connaît évidemment les chiffres des dernières années. Quand on s'était vu au mois de septembre, pas tellement longtemps après le festival, vous m'aviez dit on ne peut plus couper. Dans le fond, on a comme atteint la limite pour couper, puis là, il faut augmenter les revenus.
On a vu là, récemment là, une vente de passeports là, qui s'est faite dans le temps des fêtes pour aussi que les citoyens, que les locaux se réapproprient le festival. En même temps, il y a quelques semaines, tout juste avant Noël, je recevais Patricia Poisson, qui est la nouvelle présidente de la corporation, qui me disait il y a peut-être encore un espace pour couper certaines dépenses. Qu'en est-il de la situation financière des Montgolfières? Bon, première des choses, on va faire une mise au point. Quand on s'était vu, on venait de finir au niveau des Montgolfières. On avait eu les premiers chiffres. Je sais qu'il y a eu d'autres... il y a eu des dépenses administratives qui relataient dans les 3-4 dernières années, question de taxes, etc. Mais quand on aura le final, soyez assurés que ça fera plaisir de pouvoir vous donner, comme d'habitude. Maintenant, là, à l'heure actuelle, là, on a travaillé beaucoup avec Co-Gestion. Je sais que Mme Poisson a fait un excellent travail avec l'équipe en place. J'ai bien apprécié de voir le niveau des passeports parce qu'on se disait toujours, la dynamique qu'on avait, si on ne mettait pas l'argent pour réserver les artistes, on ne peut pas faire comme des boîtes comme Evenco, qui ont déjà qui vendent des billets pour le mois d'avril, etc. Donc, oui, Mme Poisson a raison de dire qu'on a encore certains endroits qu'on peut faire, mais on a découvert aussi certains endroits où on va avoir beaucoup plus de profitabilité. Je rappelle, sans me tromper, là, je te donne des chiffres, je pense qu'on était dans l'ordre de 310 ou 313 000 visiteurs. Moi, j'ai été habitué par mon père de travailler avec un crayon en mine. Là. Si ça coûte 9 millions, tu as 313 000 visiteurs, c'est 30 pièces par personne. Ça, keep it simple, comme on dit là, en anglais. Donc, moi, je pense qu'on est capable d'arriver avec quelque chose qui est là. Maintenant, le festival, on va devoir l'amener ailleurs. Mme Poisson a raison de dire qu'on veut que les locaux puissent, parce que c'est notre saveur à nous, là. Mais encore une fois, je t'avais dit lors de ma visite, qu'on parlait du Montgolfière, il ne faut pas aussi oublier les retombées économiques et la publicité que ça fait pour la ville de Saint-Jean. Ce qui va peut-être être nouveau en 2016 dans le cadre du 350, on va devoir, et ça va devenir dans nos nouvelles façons de faire, on va devoir faire 10 000 avec tout le marketing des Montgolfières pour les activités pour le tourisme, pour la culture, etc. Là, parce qu'on fait, je pense qu'on peut, le festival peut servir d'ancrage et de moteur de traînée pour l'ensemble de nos activités. Qu'en est-il du développement touristique? On sait évidemment que l'Office a été en quelque part un peu avalé par le Conseil économique, qui lui-même, le CLD, a vécu beaucoup de changements dans les derniers mois, et c'est pas terminé. Qu'en est-il du développement touristique? Bien, en fait, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que, à ma conférence au mois de février, là, tu sais qu'on est en appel d'offres pour une personne responsable au niveau du tourisme. L'Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu, la corporation comme telle, on a voulu jumeler ça pour faire des économies. On parle accounting, comptabilité. Maintenant, je t'annonce ce soir que dans un avenir prochain, je ne suis plus le président du Conseil économique. On va avoir l'occasion de vous présenter le nouveau président qui va surprendre tout le monde et j'en suis ravi de son acceptation. Puis le pas de recul qu'on a pris entre la transition et la loi 28, là, on dit toujours, des fois, il faut prendre le recul pour mieux sauter. En 2016, Conseil économique, tourisme, développement économique, vous allez voir tout un changement. Vous avez cédé votre siège à la présidence de l'International de Montgolfière. Oui. Là, vous nous annoncez que vous allez céder votre siège à la présidence du Conseil économique. Pourquoi? Pour une raison fort simple, c'est que quand on a eu des changements, puis on a eu la loi 28 qui rentre en compte, étant préfet, puis les budgets et du tourisme et du Conseil économique venaient de la MRC, évidemment, contribution large de la ville de Saint-Jean, on avait des changements à faire. Tu sais, les présidents là, qui nous accompagnent dedans, ce sont des bénévoles. OK? Et on avait des changements à faire, puis des fois, des changements, il faut bousculer un peu. Je ne voulais pas laisser à des bénévoles, des gens de cœur qui veulent bien nous aider, tu sais, de faire ce travail-là. Maintenant, le Conseil de Montgolfière, quand je suis rentré en poste, on avait à faire des coupures, c'est de la gestion. Je pense, puis je vais te répéter la même chose, c'est ma vie, à moi, un peu ça. OK? Puis comme maire de Saint-Jean, le Montgolfière est une part importante dans nos budgets, donc il faut la prendre le taureau par les cornes puis l'aider. À quel moment allez-vous annoncer le nouveau président? Et deuxième question, est-ce que c'est une personne qui est issue du milieu d'affaires ou du milieu politique? Milieu d'affaires. C'est une personne qui est très connue, que la ville a cœur. Et à quel moment allez-vous l'annoncer? On va l'annoncer à la conférence du 11 février. Conférence... Ma conférence que je donne toujours... à la Chambre de commerce. Oui. En même temps, à cette conférence-là, le rapport de Raymond Chabot, l'annonce du nouveau président du Conseil économique, probablement qu'on va avoir embauché le touriste, la personne au tourisme, puis en même temps, tout le travail qui a été fait là, pour comment est-ce qu'on va travailler avec le Conseil économique, comment ça va travailler avec les acteurs du milieu, ça va être dévoilé. Si vous dévoilez donc le nouveau président et le détail du rapport de Raymond Chabot, Grant Thornton sur le Conseil économique, deux questions rapides. Qu'est-ce qui tourne pas rond au Conseil économique?
Et qu'est-ce que vous voulez faire de cet organisme-là? Bien, premièrement, il n'y a pas rien qui ne tourne pas rond. C'est ce qu'on a eu au Conseil économique. Il y a des lois qui ont changé. OK? Puis, à un moment donné, il y a eu de l'adaptation à faire. Aujourd'hui, bien franchement, si c'était à refaire l'exercice qu'on a fait avec la loi 28, j'aurais fait probablement comme plusieurs MRC. OK? C'est on met fin, puis après ça, on recommence à zéro. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec notre monde. OK? Puis on a demandé à nos dirigeants de dire, regardez, la boîte est peut-être un peu grosse, il faut faire des ajustements. Et puis là, bien, la loi 28, ça est fini au mois de mai. Maintenant, les ajustements, le rapport, premièrement, il va être présent. Il y a une réunion du Conseil économique le 25 janvier. Le rapport de Raymond Chabot, le Conseil va en prendre connaissance. Le nouveau président a déjà en main ces documents-là. Il a déjà rencontré, soit dit en passant, j'ai bien apprécié, il a rencontré une multitude de personnes dans le milieu, puis c'est une personne qui sait ce qui s'en va, fait que pas inquiète. Il y a une résolution qui, tout juste avant les fêtes, m'a beaucoup étonné, mais pas juste moi d'ailleurs. La Ville mandate une firme d'avocats parce qu'elle est poursuivie par Carrière Bernier pour 18,5 millions de dollars. Première nouvelle qu'on a, c'est comment se fait-il que la Ville est poursuivie par Carrière Bernier? Alors pourtant, on le sait, le Dr Ouimet, qui est un des propriétaires, est en lien avec la Ville, entre autres le projet du chantier intérieur, projet domiciliaire. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il des relations entre Luc Ouimet, Carrière Bernier et la Ville de Saint-Jean? En fait, non. Merci de me poser cette question-là. Première des choses, dans le moratoire des boisés, OK? Si tu me permets, ça va être difficile pour moi parce que c'est deux dossiers qui sont en cours. Les deux dossiers qui sont devant les tribunaux actuellement. Seule affaire que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, dans son dossier des boisés comme tel, il y a eu des offres qui ont été faites au Dr Ouimet. Moi, je vais l'appeler Luc parce que c'est pas un ennemi, là, OK? Et des offres qui ont été refusées, OK? Puis à l'heure actuelle, il y a eu 90 des boisés de protégés. Puis dans le moment, le Dr Ouimet a décidé que, je ne sais pas s'il a pensé que ça allait passer vite ou quoi que ce soit, puis il a décidé de poursuivre la Ville de Saint-Jean. C'est son droit. Si Luc Ouimet n'est pas un ennemi, en tout cas, aujourd'hui, c'est peut-être pas un grand ami. Je veux dire, tu ne poursuis pas ton ami pour 18,5 millions de dollars. Bien, je veux dire, écoute, on a une fonction. À partir de là, quand tu décides de devenir maire d'une ville, puis qu'il y a des choses qui ne satisfont pas les gens, bien, même si t'es, excuse-moi le terme, même si t'es chum, quand tu dis non à quelqu'un, bien, des fois, ça change. Ou qu'il y a des délais. Il y a des gens qui... Mais en même temps, vous savez très bien que ce dossier-là peut entraîner des frais d'avocat pour la Ville, payés par les contribuables, pouvant aller jusqu'à tout près de 3, puis 4, puis 500 000 $. Oui, mais en fait, ce que tu dis, c'est là, premièrement, c'est en cours. Je ne peux pas aller je comprends. Je peux pas aller plus loin, mais moi, je te dis que dans le cas de la superficie qu'on regarde, j'ai été témoin, j'étais là, M. Ouimet aussi, M. Tran aussi. Il y a une offre qui avait un argument de la différence de prix qui n'a pas été acceptée. C'est normal, c'est la négociation. Il y a eu le moratoire des boisés. Il y a eu des boisés qui ont été inclus. Puis je vais arrêter à la dernière phrase que je vais te dire. M. Castonguay, directeur de l'urbanisme, a simplement dit, dans le moment, OK, je n'ai pas le mandat d'acquérir le terrain qui est en question. On n'a jamais dit qu'on avait... Qui est comme pas très loin de Carrière-Bernier. On a dit, aux limites de la Castonguay a dit, dans le moment, ça c'est avant que ça arrive, c'est comme ça. OK? Alors, à partir de là, j'aimerais te faire remarquer quelque chose, où la porte de chantier, bien, c'était marqué dans le Canada français, noir sur blanc, à la dernière édition. 2 fois, la MRC a travaillé fort pour être capable de permettre tout ça. Là, à un moment donné, il faudrait peut-être regarder des vrais acteurs. Mais des vrais acteurs, la Ville, là, le chantier, l'intention et du maire, c'était que le chantier puisse se développer. Là, on est dans l'orientation 10, on est dans le périurbain. Ça, là, que ce soit le maire de Saint-Jean, de Drummondville ou ailleurs, on est obligé de vivre avec ça. Mais on n'a pas fini ce dossier-là. Parce que d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai retourné des documentations, puis on travaille, puis vous l'avez suivi comme nous autres, là. OK? Puis dans le Canada français de la dernière édition, avant les fêtes, c'était marqué, ça a été refusé. La demande qu'on a faite, là, pour le secteur l'Acadie, c'est qu'ils ont dit, on ne va pas développer, c'est en périurbain. Il y a des acteurs, comme tu sais, Éric, qui ont fait beaucoup de millage en mélangeant la Macédoine des boisés avec ça, pour faire en sorte que ça donne de la difficulté aussi. On a un nouveau député fédéral. Tout à fait. Qui est du côté du pouvoir, Jean Rioux, pour ne pas le nommer, avec le gouvernement Trudeau. S'il y a une chose à demander à Jean Rioux pour la Ville de Saint-Jean cette année, c'est quoi? Infrastructure. D'ailleurs, Jean et moi, on s'est parlé. Il est en vacances, il revient la semaine prochaine. 2 choses. On a un rendez-vous de planifier avec lui, avec Mélanie Joly, pour
on appelle ça le boardwalk, c'est le mot terme anglais, la promenade. Ouais. OK? Puis en même temps, je vais y parler définitivement du programme d'infrastructure. Ça, c'est hyper important. Il y a une belle chimie qu'on travaille avec à travers ça. Puis, bon, mettons qu'au fédéral, c'est un petit peu aussi, je sais un peu comment ça fonctionne. Là. Fait que c'est sûr qu'on va se servir. Tu as le député qui est au pouvoir, mais il faut s'en servir. Et en 20 secondes, les fêtes du 350e, qu'est-ce qui s'en vient? Fête du 350e, le lancement qui est le 4 février. Si tu me permets, un clin d'œil à notre président, M. Mercier, et tout le comité organisateur, les partenaires qui sont là-dedans, puis les bénévoles qui vont y travailler, ça va être une super belle année 2016. M. Fecteau, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Plusieurs activités à venir du côté du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Vous avez l'adresse Internet pour y référer. Et ne manquez surtout pas le Télébingo. Tous les dimanches matins, même tradition, 9h30, c'est en direct, avec 3 500 $ en prix. À demain. Bye-bye.